Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu la nutritionniste Claudia Hull. Qu'est-ce qui est cool avec Claudia, c'est qu'elle a également un bac en psychologie. Alors, dans la discussion de cette semaine, j'en profite pour parler avec elle de l'aspect psychologique de la nutrition. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler parce qu'aujourd'hui, on connaît tous les styles alimentaires, fait que les types de diètes, que ce soit le vegan, le keto, le faible en glucides, couper les calories, les macronutriments, c'est toute de l'information qu'on est capable d'aller chercher, mais on ne parle pas assez de l'aspect psychologique et du rôle des émotions en lien avec l'alimentation. Et je pense que Claudia, c'était vraiment la bonne personne pour jaser de ça. Pour commencer, on parle de son parcours. Claudia a un parcours assez intéressant. Et aussi, on commence par parler des troubles alimentaires, donc distinguer les troubles alimentaires qui sont de plus en plus fréquents, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux depuis quelques années. Ensuite, on parle des mouvements au niveau de l'alimentation qui prennent de plus en plus de place. Souvent, on va parler du mouvement anti-diète, même de l'alimentation intuitive. Et Claudia nous donne son point de vue en tant qu'experte en nutrition, mais aussi avec son background en psychologie, où est-ce qu'on devrait se situer par rapport à ça. Je pense vraiment que c'est une discussion qui est intéressante à écouter, peu importe tes objectifs, que ce soit des objectifs de perte de gras, de prise de masse musculaire, d'inculquer des bonnes habitudes de vie à tes enfants ou tout simplement d'améliorer ta santé. Je pense que tu as intérêt à écouter cette discussion-là. Même moi, plus je parlais avec Claudia, plus je faisais des liens, puis je trouvais vraiment que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pertinent aussi. Il faut s'informer par rapport à ça. Alors, j'espère que tu vas apprécier l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Claudia, Salut Alexandre, ça va bien? ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Merci d'être là ce matin pour l'enregistrement du podcast. Et ça me fait plaisir. Fait que Claudia, peut-être prendre 10 minutes pour te présenter aux gens. En fait, 10 moi, je te minutes. connais. Ouais, 10-15 minutes, là, comme je Non, mais dis. c'est long, 10 minutes, Ouais. je vais essayer de faire ça plus vite. Ou 5 minutes, là, je te laisse aller, OK. soit version longue, version courte, comme je dis souvent. Fait que juste te présenter un peu. Moi, je sais que tu es nutritionniste, que tu as un bac en psychologie, là, mais Ouais. explique-nous un peu ton parcours. OK, parfait. Donc, dans le fond, moi, c'est ça, je suis nutritionniste depuis 2010, mais avant ça, j'avais fait un bac en psycho. Puis Mm. mon background, ça vient beaucoup du fait que je suis une patiente depuis l'âge de 14 ans. J'ai 38 ans maintenant, fait que ça fait 24 ans que je parcours le système de santé à fond, là. Au début, en fait, j'avais juste le diabète de type 1, mais maintenant, je pense que j'ai comme 8 ou 9 problèmes de santé chroniques. Fait que souvent reliés au diabète. Puis dans mon parcours, dans le fond, dès le diagnostic de diabète, j'ai eu des troubles de comportement alimentaire peut-être comme 2 semaines plus tard. Là. Fait que j'ai eu beaucoup de règles avec le diabète, surtout dans ce temps-là. Ça fait 24 ans. Là. Dans ce temps-là, on n'avait pas différentes sortes de traitements ou d'insuline. Fait qu'on était obligé d'accommoder la bouffe avec la médication. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on a beaucoup de liberté avec le diabète de type 1, mais c'était pas comme ça au début. Fait que c'était vraiment parfait pour développer un trouble alimentaire. Moi, j'ai tombé dans l'anorexie au bout de comme 2 semaines. Là, OK. 2 semaines de diabète, ça allait très vite. Puis après ça, je suis tombée dans la boulimie. Puis la boulimie avec commission d'insuline, qui est un trouble alimentaire spécifique au diabète de type 1. Fait qu'on ne prend pas notre insuline pour maigrir. Parce que ne pas OK. prendre son insuline, ça fait maigrir, ça fait aussi Ouais. mourir, mais ça fait bien maigrir. Donc, tu prends des petites doses d'insuline pour survivre seulement parce que tu ne peux pas vivre, là, pas d'insuline. Mhm. C'est une question d'heure, ce n'est pas une question de jours. Là. Tu Mhm. vas mourir très rapidement. Mhm. Puis, tu maigris beaucoup de cette façon-là. Fait que j'étais pris là-dedans, mettons, de mes 14 à 22 ans. Quand Puis même. après ça, une des raisons pour lesquelles j'ai développé beaucoup de maladies, c'est ça. Là. Mon diabète n'est vraiment pas bien traité. OK. Puis après ça, de mes 22 à mes 27 ans, je dirais, je m'en suis sortie. J'ai vu un peu de psy, pas tant que ça, parce que j'avais pas d'argent.
Puis je m'en suis sortie moi-même par des lectures. J'ai fait mon modèle de traitement moi-même. Puis à partir de l'âge de 27 ans à peu près, je peux dire que là, c'était fini. Puis aujourd'hui, à 38 ans, je peux pas mal garantir que c'est fini. Ça m'étonnerait bien gros que ça revienne. Là. Fait que s'il y en a qui ont peur que ça guérisse jamais, il y a des gens effectivement qui ont toujours un petit fond de trouble alimentaire, mais moi, je considère que je suis guérie à 100%. OK. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, en fait, je travaille depuis 2010 comme nutritionniste au CHU Sainte-Justine, entre autres, en pratique privée. Puis, je suis consultante dans le système de santé pour améliorer les relations entre les patients puis les cliniciens, principalement. Là, c'est ça mon dada, mais en fait, ce département-là, c'est pour améliorer tout. Là. Les trajectoires patients, les politiques de santé. Fait que je suis impliquée dans toutes sortes de moyens d'améliorer le système de santé à titre de patiente, donc avec les lunettes de la patiente. Mais moi, ce que je préfère dans ça, c'est la formation, l'éducation. Fait je forme les futurs professionnels de la santé à être en partenariat, en collaboration avec leurs patients à l'Université de Montréal. Puis, je travaille, c'est ça, dans toutes sortes d'endroits, chez Agrément Canada, Collège des médecins, tout ça, comme consultante pour améliorer le système de santé. Mais pas comme nutritionniste. Ça c'est tout comme patiente. Oui, c'est ça. Comme tu me disais, c'était relativement nouveau. Là, oui, ça fait à peu près 10 ans que ça existe. Là. C'est reconnu quand même internationalement. Puis c'est vraiment... il y a toutes sortes de pays qui ont fait des avancées là-dedans, mais l'Université de Montréal a vraiment fait quelque chose de spécial. Puis on est reconnu comme le modèle de Montréal pour la collaboration entre les cliniciens et les patients. OK. Puis clinicien, ça va inclure nutritionniste, probablement. Toutes en fait, les kin sont là aussi. Tu sais, quand on forme les futurs professionnels de la santé, je ne vais pas me mélanger, là, à peu près 13 facultés différentes. Fait que c'est nutrition, ergo, physio, infirmière, médecine. On a les kin, les travailleurs sociaux, quelques psy, mais pas toutes. Mais les autres, tout le monde qui est sous la fac de médecine, incluant kin, c'est obligatoire. Là. Ils reçoivent une formation obligatoire une fois par année, les 3 premières années de leurs études. Puis après ça, en médecine, ça continue à l'externat et ça continue à la résidence. Moi, je donne des cours tout au long de ce parcours-là. OK. Mais c'est intéressant, ça. Je ne savais pas que ça se faisait. Non, parce que, on pense tout le temps le professionnel vers le client, puis souvent, on se rend compte que, je pense que c'est toi, je ne sais pas si c'est toi qui avais écrit ça, c'était comme, OK, on marque le client non réceptif ou on blâme le client. Oui. Ou la personne qui est en traitement, mais au final, il faut vraiment avoir les lunettes de la personne qui se fait traiter aussi pour que les deux communiquent ensemble, je pense. Exactement, c'est ça. En fait, pour te faire une image qu'on comprend bien, là, paternaliste, là, c'était comme les professionnels disaient aux patients quoi faire. Après ça, on est passé à l'approche centrée patient. Là, tu peux voir comme le patient est au centre de la table, puis là, tout le monde, il dit quoi faire avec une bonne intention. On est pas mal encore dans ces deux modèles-là. On est surtout centré, là, mais on a toutes des bonnes intentions. Tout le monde est bien intentionné dans le système de santé, tout le monde veut aider les patients, mais ce n'est pas mes bonnes intentions qui priment sur les besoins et les désirs du patient. Que nous, ce qu'on propose comme modèle, c'est de remettre le patient autour de la table, que le patient lui-même est une personne qui se donne des soins. Donc, comme moi, par exemple, avec le diabète de type 1, je vois mon médecin 3 fois par année, là, mais j'ai encore le diabète entre 2 rendez-vous. C'est moi qui me donne les soins. Donc, moi-même, je suis une soignante de moi-même. Donc, le patient est autour de la table avec son expertise à lui, qui est l'expertise de c'est quoi sa vie, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses désirs, puis c'est quoi sa vie avec la maladie. Donc, le médecin expert de la médecine, la nutritionniste expert de la nutrition, mais le patient aussi a une expertise. Tout le monde est expert ensemble. C'est vraiment de la vraie collaboration avec le patient qu'on essaie d'amener. Ah, ben oui, c'est 100% logique, là, c'est sûr. Parce que le patient connaît, c'est lui qui vit dans son corps 24 heures sur 24. Là, fait qu'il est bien plus en mesure. Il faut lui donner les outils pour qu'il soit en mesure d'être autonome et de comprendre pourquoi il agit de telle ou telle manière. Puis c'est là comme je travaille avec beaucoup de patients dans ce département-là, je peux te dire que des fois, nos idées de patients ne sont pas les guidelines. Là. Puis c'est bon pareil, ça marche pareil, c'est correct pareil, parce que la santé globale, c'est, mettons, moi, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Moi, je vais me prendre comme exemple, là. J'ai un bébé de 2 ans, je suis entrepreneur, je suis TDAH à fond la caisse. Fait que, j'ai besoin, puis de diabète avec le TDAH, ça ne marche pas bien. Il faut que tu sois super organisé. Fait que
ma façon de gérer ma maladie, je l'ai adaptée à ma vraie réalité, là, pas aux guidelines qui disent que je devrais faire ci, puis ça, puis ci. Il faut que ça fitte, il faut que ça marche. Sinon, moi, j'étais toujours en échec là, quand j'essayais de faire le modèle qu'on me proposait. Que moi, j'ai switché un peu ma gestion de la maladie n'est pas nécessairement basée sur les guidelines, puis ça fonctionne très bien. Ah oui, c'est ça, exact. Parce que, c'est ça, parce que chaque personne a une réalité différente, des expériences différentes. Ça ne dit pas si la personne a 4 enfants, un, deux, tu es entrepreneur, as-tu des responsabilités autres qu'en dehors de de la vie familiale, la vie professionnelle. Fait que c'est ça. Pour ça, c'est tellement pertinent, là, selon moi. Fait que, oui, je pense cool. je pense que c'est l'avenir du système de santé, ça. Vraiment, vraiment. Puis là, aujourd'hui, avec le podcast, on voulait vraiment parler de... Parce qu'étant donné que tu as vraiment un bon background en nutrition, en psycho, et toi-même, tu as vécu des troubles alimentaires, fait que j'aimerais ça aussi qu'on commence par parler de ça, les troubles alimentaires. Un peu, peut-être, distinguer l'anorexie, boulimie dans les grandes lignes, là, sans rentrer trop en détail, puis expliquer aux gens c'est quoi un trouble alimentaire, parce que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est anorexique. Je pense qu'on pense beaucoup à trouble alimentaire, anorexie ou boulimie, mais le spectre est très grand, là, selon moi. Oui. Okay. En fait, tu as toutes sortes de troubles alimentaires. L'anorexie, c'est plus un trouble qui est restrictif. C'est vraiment, dans le fond, dans l'idée de restreindre le plus possible les apports alimentaires, les apports en calories pour vue de perte de poids. Il y a toutes sortes de raisons derrière. Là. Il y a toutes sortes d'autres choses que l'histoire du poids. Il y a un besoin de contrôle, un désir de... Des fois, c'est un désir de disparaître. Il y a toutes sortes de choses. Dans la boulimie, tu vas plutôt être dans le restriction-compulsion. Il va y avoir des compulsions. Et là, le mot ne va pas vouloir sortir. Là, voyons, comment tu appelles ça là, quand ils sont vomir? Les purges, là, mais bon, il va avoir, le mot ne veut pas sortir, je le sais, et qu'il ne traîne même pas dans mon cerveau présentement, mais il y en a qui vont faire beaucoup d'exercices, laxatifs, vomissements, mais c'est ça, dans le fond, que moi, j'avais boulimie avec omission d'insuline. Donc, ma purge était l'omission d'insuline, ne pas prendre mon insuline. Après ça, tu as dans l'hyperphagie, qui ressemble un peu à la boulimie, mais qui n'a pas nécessairement du mot que je cherche, mais pas nécessairement de purge après, fait qu'il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de moyens compensatoires, dans le fond, pour pallier à toutes les calories qui viennent d'être absorbées. Dans l'orthorexie, qui est celui que peut-être tu vois plus souvent en le sachant ou pas, là, en kin, c'est les gens qui sont vraiment obsédés par la qualité de l'alimentation. Puis, c'est plus qu'être intéressé à c'est quoi bien manger. Là. C'est obsédant, ça crée de l'anxiété. Si, par exemple, ils vont manger c'est pas tout le monde la même chose, là, je vais dire tout de suite. Là. Certaines personnes vont axer sur le côté bio, par exemple. D'autres personnes, ça va être d'autres choses. Mais c'est plus la rigidité reliée au comportement qui va dire si c'est problématique ou pas. Donc, si tu paniques parce que tu es reçu à souper chez des amis, puis, mettons, leurs légumes ne sont pas bio. Si ça te fait paniquer, ça peut être ça. Ou sinon, quelqu'un va manger une bouchée de quelque chose qui contient du gluten. Puis lui, dans son alimentation, il veut que ce soit sans gluten. Puis ça va créer de l'anxiété où il va éviter d'aller voir ses amis. Ça peut être aussi dans l'activité physique qu'on peut trouver une espèce de forme d'orthorexie. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, tu as une occasion incroyable, là, les billets du Canadien sont genre 2000 pièces ces temps-ci, quelqu'un t'invite, puis tu vas manquer ton gym. Puis là, ça te fait stresser de manquer ton gym, alors que tu tripes sur le hockey, puis que c'est gratuit, une occasion de rêve. Mais là, on va voir tout ce que ça peut générer. Fait que ton activité physique va peut-être rentrer dans le portrait aussi de ton trouble alimentaire. Fait qu'il y a toutes sortes de troubles alimentaires, puis il existe le DSM, qui est le guide médical pour diagnostiquer. Le DSM-5, là, c'est rendu le 5e. Mais on peut s'ostiner sur certains critères. Là, parce que, par exemple, l'anorexie, il faut que tu aies un poids X, mais il y a des personnes grosses qui vont souffrir d'anorexie aussi, mais leur perte de poids ne les amène pas à être un IMC en bas de 18. Là. C'est ça. Ça, c'est les guides médicaux, mais dans le fond, toutes sortes de troubles alimentaires c'est non spécifique, là, que tu ne peux pas classer parfaitement dans le DSM. Ça, il y en a plein. Sinon, des relations troublées avec les aliments, il y en a à la tonne. Moi, le gros de ma clientèle, c'est des diabétiques. Relations troublées avec les aliments, quand tu as le diabète, ça vient quasiment avec. Là, c'est sûr. C'est ça. Fait que, relations troublées avec le corps, avec l'image corporelle. Fait que, on en parlait avant d'enregistrer, mais les troubles de comportement alimentaire, c'est un continuum.
Au début, ça peut être juste comme une mauvaise relation avec ton corps ou avec certains aliments. Ça peut aller jusqu'à être très malade et voir le décès. Mais il y a toutes sortes tu peux être à n'importe où sur le continuum, puis on est pas mal, on est un peu tous sur le continuum. Ouais. On vit dans le même monde, là, puis dans Ouais. notre monde, là, il faut être mince, il faut être en forme, il faut être beau. Fait que c'est un peu... En gros, là, c'est ça que je te dirais pour commencer la conversation. Ouais, très simplifié, là, mais quand Oui. même. Là, fait que ça donne une bonne idée. Puis... Mais juste petite parenthèse, là, la nuance entre l'orthorexie et être intéressé à la nutrition, c'est très bon parce que moi, je m'intéresse beaucoup. J'ai un background d'entraînement, mais pour avoir fait des formations en nutrition là, avec Mathieu Bouchard et tout ça. Là, fait que je m'intéresse beaucoup à la nutrition, puis souvent, c'est un commentaire qui m'était souvent donné comme ben, t'es une forme d'orthorexie, mais moi, je panique pas si je me fais inviter chez des amis à bon, ben, on mange, je sais pas, n'importe quoi, quelque chose qui contient du gluten, mais moi, je m'intéresse beaucoup à l'impact du gluten sur la santé de certaines personnes ou bien le biologique ou quoi que ce soit. Je m'intéresse à ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve ça le fun d'intégrer ça dans ma vie, mais j'en fais pas un big deal si je vais manger au restaurant puis je connais pas tout ce qu'il y a dans mon assiette. Là. Fait que c'est la nuance qui est bonne à faire. Exactement. C'est ça aussi, c'est un peu ça qui est le problème des réseaux sociaux présentement, c'est que tout le monde veut mettre tout le monde dans une case. Ouais. Mais moi, je ne sais pas ce que tu ressens dedans là, quand tu t'intéresses au gluten. Je suis qui pour te dire que tu es orthorexique? Ouais. Je ne peux pas te dire ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, peut-être quelqu'un proche de toi pourrait dire, ça m'inquiète un peu de voir comment tu gères ton alimentation. Peut-être que tu devrais consulter. OK. Mais moi, qui te connais par les réseaux sociaux, qui suis-je pour dire ça? Je ne sais pas comment tu te sens en dedans. Ouais, exact. Moi, c'est la même chose avec le diabète. J'ai naturellement, sans effort, j'ai pas une tendance à manger une tonne de glucides, mais j'en mange. Puis quand je vais à la cabane à sucre, j'en mange 100 grammes d'un coup, là, tu sais. Mais, et puis, ça me fait pas d'effet. Hein. Je veux dire, c'est la vie, je pompe ma pompe à insuline, tu sais, je fais ce qu'il y a à faire pour tout ça, mais mon naturel est devenu quelque chose d'autre. Ça me rend pas malheureuse, c'est pas obsédant. Je pense pas en termes de perte de poids, je ne fais pas d'anxiété. S'il y a des glucides dans mon assiette, j'en mange de toute façon. Mais je veux dire, si quelqu'un me reçoit chez eux, des fois, on me le demande, tu peux-tu tout manger? Mais effectivement, il y a des fois où je dis, ben, c'est pas un bon timing pour manger, mettons, des pâtes, parce que j'ai certains problèmes. Les diabétiques de type 1 peuvent manger autant de glucides qu'ils veulent, là, mais j'ai certains problèmes de digestion. Fait que, mettons, enceinte, des fois, quand j'allais souper chez des amis, je demande. Idéalement, ça ne serait pas juste ça. Mais si c'est juste ça, je vais m'arranger. Fait que c'est ça. C'est ça. Il y a une grosse nuance à faire, effectivement. Puis il faut quand même se poser la question. C'est bon que tu te demandes cette question-là. Comment ça me fait sentir quand il y a du gluten dans mon assiette? Est-ce que je ressens une panique ou de la honte? Ou je voudrais-tu que certaines personnes ne me voient pas manger ça? Ou, c'est ça. C'est beaucoup. Comme hier, mon chum, il est venu me porter un pogo. J'en ai pas demandé. Puis là, je mangeais mon pogo. Je voulais prendre une photo pour l'envoyer à Mathieu. Ouais, c'est ça. Mathieu qui parle tout le temps de pogo. Je check, moi, j'en mange un pogo. Là. Ouais, c'est ça. Mathieu Bouchard, c'est son exemple number one. Oui, c'est ça. En plus, j'ai mis full de ketchup. C'était plein de sucre. D'après moi, il aime ça, les pogos, Matt. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il en parle tout le temps. C'est ça, exact. Mais puis tu touches un bon point sur que tout le monde a quand même une petite... dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui en 2021, on a tout un petit... Tu sais, personne peut... je ne sais pas comment vraiment l'approcher, mais tu avais commencé à te lancer sur le sujet, là, qu'on a tout un petit dysfonctionnement ou bien une petite relation un peu malsaine avec la nourriture, parce qu'on parle souvent comme trouble alimentaire, bien, la personne va éviter de manger des glucides parce qu'elle ne veut pas prendre du poids ou bien elle ne veut pas prendre de la masse adipeuse. Puis, souvent, on va moins juger. D'un point de vue externe, on va dire, bon, ben, c'est normal, la personne qui ne peut pas se passer de sa bouteille de vin le vendredi, puis le samedi, c'est non négociable. Puis ça, je le vois souvent en clinique. Peut-être que toi aussi, c'est comme, ouais, mais enlève-moi pas ma bouteille de vin le samedi ou un vendredi. Fait que ça peut être classé comme un léger trouble, ou bien, mais en même temps, la personne est bien dans ça. Oui, c'est ça. Ça dépend. Comme souvent, moi, ce que je vois comme critique qu'on se fait faire, les nutritionnistes, c'est quand on dit à nos clients de manger des chips, de manger des chocolats ou de whatever, parce que
sais, moi, je ne fais pas un conseil à grand public, OK, tout le monde mangeait des chips, OK, tout le monde mangeait du chocolat, mais quand j'ai quelqu'un devant moi que je vois que sa restriction en chips, en chocolat ou en pogo, au pire, sa restriction cause des compulsions, Ouais. tu sais, la façon de travailler, je le sais, là, que des chips, ce n'est pas le meilleur aliment pour la santé, je comprends ça, là, tout le monde le sait. Je veux dire, tu habites dans, je ne sais pas où tu habites si tu ne sais pas ça, sauf que la relation avec les chips peut être plus grave que les chips en tant que telles. Fait que là, dans le fond, souvent, on va travailler de cette façon-là pour réintégrer les chips pour qu'éventuellement, ça devienne un aliment comme les autres puis que tu arrêtes de... L'alcool, j'avoue, puis excuse-moi, il faut que je le dise au complet, ma phrase, pour que tu arrêtes d'avoir des compulsions aux chips. J'oublie que les gens ne nous voient pas. Ils ne nous voient pas. Ouais, non. C'est surtout audio, mais il y a la version YouTube aussi. OK, tu as les deux. Puis l'alcool, c'est un peu différent parce que certaines personnes ont un problème avec l'alcool. Là, ça serait... J'en discute avec des clients quand je sens que ça peut être un problème, mais si je sens que c'est un problème d'alcool, là, c'est au-delà de mes compétences. Mais effectivement, on en discute de la fameuse bouteille de vin. Moi, je suis de celle qui boivent la fin de semaine, là, mais je ne vais pas stresser si je ne bois pas, mais je bois la fin de semaine. Puis, c'est ça, c'est justement la question que je vais poser. Qu'est-ce qui arrive si tu ne bois pas? Qu'est-ce que c'est là de cette façon-là? Est-ce que, mettons, au lieu d'une bouteille le samedi, une bouteille le vendredi, c'est une bouteille en 2 jours, ça se fait-tu? Il y a toutes sortes de façons d'aller voir. Puis de trouver quelque chose aussi qui fit avec la personne. Puis de ne pas juger non plus. Fait que si on parle, par exemple, de l'alcool, si je nomme cette histoire de bouteille de vin, puis la personne n'est vraiment pas là, et comme non, moi j'ai besoin de ça, c'est pas un trouble d'alcool, mais j'ai besoin, je veux pas qu'on me... Bon, parfait. Sauf que des fois, ça chemine. Après ça, 6 mois plus tard, OK, maintenant, je me rends compte que je peux me passer je peux prendre juste un verre le vendredi puis boire le samedi. Fait que, l'idée peut cheminer. Ça sert à rien de le pousser dans le fond de la gorge de la personne. Puis, ça, c'est une chose. Est-ce que cette personne-là, elle mange parfaitement en guillemets, puis c'est ça, sa chose. Ça se peut aussi. Fait que, dans ce temps-là, on peut pas... Manger parfaitement, c'est rarement parfait. C'est là qu'on tombe dans les relations troublées, les binges, tout ça. Fait que manger parfaitement, c'est rarement quelque chose de parfait, finalement. Oui, exact. Puis c'est rare, c'est qui mange vraiment parfaitement, justement. C'est pas quelque chose qu'on vous... Ben, moi, personnellement, j'ai jamais vu une alimentation parfaite. Je pense pas que ça existe. C'est ça. De toute façon, tout le monde a sa définition de c'est quoi parfait. Fait que le carnivore keto, pour lui, c'est peut-être que lui, il mange parfait selon lui. Là, mais moi, je serais malheureuse si je mangeais comme ça. Fait que ça serait pas parfait pour moi. Fait que chaque personne a son alimentation qui est parfaite pour elle. Mais si tu es capable de manger bien, d'être en santé, puis de ne pas être en mauvaise santé mentale par ton alimentation, ben, c'est pas mal ça que j'appelle parfait. C'est parfait pour toi. Mais tu mangerais la même chose que moi, tu serais sûrement malheureux. Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand tu arrives pour donner des recommandations générales à une personne qui veut changer son alimentation, ben, juste être en meilleure santé, ben, c'est dur de tout rentrer ça sur une feuille de papier. Souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation avec les gens parce que je parlais de ça avec d'autres coachs, justement, que je vois le plan alimentaire qu'un autre entraîneur a fait à un nouveau client, une nouvelle cliente qui rentre dans mon bureau, puis là, tabarouette, il a mis du pain au déjeuner, ça fait pas de bon, ça n'a aucun sens. Des glucides le matin, ça passe pas, c'est pas vraiment dans le cadre qu'il faut vraiment avoir des bons gras, des protéines, tout ça. Mais ça explique pas c'est quoi la discussion que la personne a eue avec l'ancien entraîneur pour qu'ils disent peut-être que la personne mangeait tout simplement pas le matin, puis qu'il fallait qu'il y ait un petit peu de nourriture, puis qu'est-ce qui passait à ce moment-là? Ben, c'était, je sais pas, 2 rôtis avec un peu de beurre d'amande puis une banane. Fait que c'est toujours bien mieux que rien pantoute. Puis après ça, il y a un cheminement comme l'alcool aussi, là. Si la personne vient qu'à intégrer des protéines graduellement, puis après ça... Ça, c'est ce que je trouve le plus difficile avec les maudits réseaux sociaux. C'est, tu sais, le pas de glucides le matin, là, je lis là, les entraîneurs, les naturopathes, tabarouette, puis à chaque fois, tu sais, ça écrit tout le temps que je vais être fatiguée après, puis je suis comme, mon Dieu, je suis pas fatiguée, pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Je suis comme, OK, mais pas, je dis vous, je sais pas si tu dis ça, mais je comprends là, que genre manger un gros bol de Fruit Loops, c'est pas l'idéal, mais tu sais, il y a tout un monde entre des glucides puis des Fruit Loops. Exact. Les exemples qui sont donnés, c'est tout le temps les Pop-Tarts, les Fruit Loops. Comme, qui mange ça? Il n'y en a pas tant que ça du monde qui mange ça. Moi, j'en ai jamais vu dans mon bureau qui mangeait ça.
Ouais. Des enfants, là, ça oui, là, ça j'ai souvent vu, là. Ouais. Mais des adultes qui viennent me voir et qui mangent des Pop-Tarts pour déjeuner, j'en ai jamais vu, Ouais. ni des Fruit Loops, ni des Frosted Flakes. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est les véganes, on s'entend. Il y a du monde en santé végan. Là. Ils en mangent des glucides, eux autres. Là. Ouais, Fait que c'est ça. dans leur vie à eux, ça fit. Dans ta vie à toi, c'est d'autres choses. Moi, manger Ouais. meats and nuts là, pour déjeuner, là, non, ça ne Non. passerait pas. Non. Mais les noix, oui, là, mais la viande, Ouais. là, ouf, non. Ouais. Fait que, chaque personne est différente. Même affaire pour ceux qui veulent vous forcer à déjeuner. Moi, je ne déjeune pas le matin. Si j'ai faim, je déjeune. Et c'est pas faim souvent. Fait que Ouais. souvent, mettons, je vais déjeuner à 10h30. Puis je suis debout Ouais. depuis 5 heures. Là. Fait que, je veux Ouais. dire, c'est tard. Là. Ouais. Mais si j'ai faim à 5 heures, je mange à 5 heures. Et je ne ressens pas d'obligation de déjeuner ou de ne pas déjeuner. Ça dépend de c'est quoi mon plan de match. Si je m'en vais en randonnée, je me lève à 5 heures, je vais manger même si j'ai pas Ouais. faim. Mais Ouais. sinon, si j'ai pas faim, je vais pas manger. C'est vraiment d'une personne à l'autre. Puis je trouve qu'on est vite à dire c'est ça qui est bon, c'est ça qui est pas bon. Puis qu'est-ce que je voulais dire tantôt? Tu as dit quelque chose, puis je me disais. C'est par rapport au déjeuner? Oui, c'était par rapport au déjeuner. C'est parce que ça m'a fait penser à quelqu'un. Là, je ne suis pas capable de me rappeler, mais en tout cas. Mais en tout cas, une autre chose que je voulais dire aussi, c'est par rapport à personnaliser les choses. Des fois, OK, je pense que je sais, tu me dis la personne ne déjeune pas, puis tout ça. Des fois aussi, je vois du jugement sur l'ensure ou les produits qui remplacent des repas. Mais là, quand le monde se mêle de tout ça, puis qu'il ne travaille pas dans un hôpital, là, sérieusement, là, comme arrêtez, parce que quand on travaille à l'hôpital, c'est une toute autre réalité. C'est pas ton client qui vient, qui va être plus en forme, c'est d'autres choses. Puis je considère que l'ensure est 100 fois meilleure que rien manger. Ou, ouais, je sais, je me rappelle ce que je voulais dire. Les enfants, là, des fois, là, ça, c'est quand même complexe. Là. Souvent, c'est des déjeuners très sucrés là, que les gens donnent à leurs enfants. Mais entre zéro manger puis manger, mettons, un Midwest à l'école, je vote pour le Midwest. Entre zéro manger puis ça. Là, je n'ai pas dit que c'est bon pour toujours, mais ça peut être correct temporairement parce que quand il arrive le moment où le parent veut switcher l'alimentation de son enfant, ça ne sera pas en claquant des doigts. Là. Si ça fait 8 ans que ton enfant il mange des Midwest pour déjeuner, puis là, toi, comme tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas optimal, puis tu veux switcher, là, il y a comme une période tampon aussi à un moment donné où financièrement aussi, même affaire. Il y a du monde là, que ça coûte pas cher, là, des Midwest et des Fruit Loops. Ouais. On ne vit pas tous avec des moyens. Il y en a qui vivent avec très peu de moyens. Oui, on a un jugement vite, on a un gros jugement sur ça. Puis sans connaître le contexte. Exactement. Puis ça n'est pas une recommandation de santé publique de manger des Midwest pour déjeuner. Mais peut-être que cette personne-là, peut-être quand tu pognes le plan, justement, tu dis d'un autre entraîneur, tu ne juges pas, c'est bon. Puis moi, comme nutritionniste, même affaire. Quand on me dit, j'avais un autre nutritionniste, elle m'a dit ci, ça. OK, je ne sais pas pourquoi elle t'a dit ça, mais elle avait peut-être ses raisons parce que dans son analyse de la situation globale, ça fitait. Je ne peux pas juger ça, là. Puis à l'hôpital, une autre affaire, je peux te dire, nos patients sont souvent gavés là, à l'hôpital là, avec un tube de gavage. Il n'y a pas une façon de faire un plan de gavage. Tu peux avoir 10 nutritionnistes, 10 plans de gavage différents, ils sont tous corrects. Il n'y en a pas une seule façon d'atteindre quelque chose. Il faut l'essayer, on a des idées, on pense que, moi j'implique toujours beaucoup les parents ou le patient. Si un parent, mettons je fais un plan de gavage avec un enfant, là, on parle des enfants malades, là. Toi, là, comme la maman, tu penses-tu que le bébé il a mal au cœur, mettons? Ça paraît, là. Ton feeling, c'est-tu que le gavage va trop vite ou qu'il y en a trop? Puis je te jure que 9 fois sur 10, le parent, c'est lui qui a la bonne réponse. Il va me dire, moi j'ai l'impression qu'il a l'air sous, là, c'est comme s'il y en avait trop dans son estomac. Parfait. On coupe la quantité, on coupe pas la vitesse. Il faut vraiment aller dans le cas par cas. Malheureusement, les réseaux sociaux, on critique des choses comme si c'était comme si les nutritionnistes avaient dit de tout le monde genre sniffer du gluten puis roulez-vous des Fruit Loops. C'est pas ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est un bon point. La nuance aussi entre les cas cliniques, là, tu parlais du Ensure tantôt, il y a une différence entre la personne qui est, comme moi personnellement, quand je vais suivre les gens au niveau de leur alimentation, ben, je vais leur donner des grandes lignes au niveau de la nutrition. Mais tu sais,
Ouais. Fais-moi un petit plan détaillé de qu'est-ce que tu manges. Puis là, je suis capable de dire, ouais, mais ça, es-tu capable de changer pour d'autres choses qui seraient mieux pendant 2 semaines? Tu sais, le principe de changer une habitude à la fois, puis aller Ouais. graduellement, puis garder Exact. toutes les habitudes, le mode de vie aussi, là, comme stress, sommeil, digestion, tout ça. Mais Exact. quand c'est un cas clinique, comme le hansseux, puis justement, je parlais dans mon ancien, bien, quand j'étais moins d'expérience, moins de recul par rapport à tout ça, j'étais plus dans un ancrage de ben, le gluten, c'est t'en manges pas parce que c'est pas bon, puis là, après ça, je fais mon Ouais. cheminement dans ça, mais tu sais, le hansseux, c'est vrai que pour certaines personnes, ils en ont besoin, puis c'est mieux que rien. Puis aujourd'hui, tu me fais Tout à allumer fait. aussi que des enfants, tu sais, j'ai un jugement aussi des fois de dire, je me garde tout le temps une réserve, puis je garde ça pour moi. Je ne peux pas croire que l'enfant va Ouais. manger du Nutella puis des rôtis le matin, parce que moi, dans mes valeurs, c'est Ouais. sûr que c'est pas quelque chose que j'aimerais, que c'est pas quelque chose que je veux que mes enfants mangent. Mais c'est Ouais. mon rôle, c'est moi, c'est ma décision en tant que parent, puis avec ma conjointe qu'on décide qu'est-ce Ouais. qu'on va inculquer. Mais il y a des parents, c'est là le problème de l'obésité aussi, c'est que c'est pas juste, c'est l'éducation, c'est des facteurs socio-économiques, c'est des facteurs qui, Exact. les personnes, tu prends une personne qui a un couple, un ménage à faible revenu, qui n'ont pas beaucoup d'argent qui rentre mensuellement, puis sont juste bien pour se loger, puis payer le bill d'électricité, puis les enfants qui vont à l'école, tout ça. C'est sûr que l'alimentation, puis pour eux, ne se sont pas fait enseigner de la bonne manière sur c'est quoi bien manger. Fait qu'ils trouvent ça normal de donner des Fruit Loops ce matin aux enfants. Puis c'est. Tu sais, il y a toutes sortes de choses là-dedans parce que si tu ne l'as jamais développé, toi, ton goût pour certains aliments plus santé, des fruits, des légumes, tout ça, ce ne sera pas ton naturel. Si je pense Ouais. à mon père, pour lui, des légumes, c'est une petite canne de Macédoine, là, Ouais. des petits mini Ouais. cubes de légumes. Là, Ouais. puis ma mère, elle est italienne, puis sa famille sont en restauration. J'ai été chanceuse. Ouais. Que ma mère pas là, on a goûté Ouais. à des mais sinon, mon père, il n'en mange pas. C'est pas des jokes. Là, puis, mettons, il mange 2 sortes de légumes, sa petite canne, puis des fèves vertes, puis c'est pas mal tout. Ouais. Parce qu'il n'a jamais développé ce goût-là. Ouais. Fait que s'il veut développer son goût de légumes, ça va être vraiment un gros effort. C'est pas comme moi, si je veux manger des légumes, c'est facile, je les aime toutes. Mais si je dis lui, j'aimerais ça, je parle de lui, puis j'aimerais ça, qu'il en mange plus, il aurait besoin. Là, son niveau de la santé, il aurait besoin. Mais c'est un gros effort pour lui. Faire ça, il y a 65 ans, il n'en a jamais mangé des légumes. Fait que ça, c'est de un. De deux, socio-économique, comme tu dis. Mettons là, qu'on dit, OK, tout le monde, c'est meats and nuts le matin. Y a-tu quoi de plus cher que ça, de la viande et des noix? Ouais, c'est vraiment cher. Là. Fait que, ça se peut que ça passe pas. Puis après ça, il y a le niveau de fatigue des parents. Quand tu as des enfants, tu es brûlé d'une façon différente d'être brûlé dans la vie. Puis des fois, tu veux la paix. Fait que tu vas comme juste donner ça parce que toi, là, tu es en mode survie. Puis c'est ça que tu as besoin. Je te dis pas que c'est ça que je fais avec mon enfant, c'est pas ça. Mais tu as besoin d'être en mode survie, tu sais, que faut que tu gères ta patience, ta santé mentale, parce que sinon, tu ne pourras pas t'en occuper de ton enfant, tu ne pourras pas faire ta journée de travail. Fait que des fois, effectivement, tu achètes la paix. Je ne dis pas que c'est correct, mais ça se peut que ça soit de ça aussi. Fait que la personne qui a à travailler, mettons, c'est peut-être son organisation du temps ou pas. Parce que si c'est quelqu'un qui rush parce que financièrement, elle rush, là, tu peux bien dire de s'organiser comme du monde. Là, si elle travaille tout le temps, ben, c'est ça sa vie. Fait que c'est tout le temps ça qu'il faut regarder, le vraiment total. Puis on peut-tu switcher, mettons, les Fruit Loops pour les Cheerios multigrains? Ouais, mettons. Ou un moitié-moitié. Mettons, parce que ça c'est comme des astuces de nutritionnistes en PED, là, mais mettons moitié de Cheerios, moitié Fruit Loops, là, quand c'est des enfants qui mangent des Fruit Loops tous les jours, ça passe pas mal inaperçu, c'est la même forme, ça va bien. Puis là, tu peux tranquillement pas vite passer à tes Cheerios multigrains, qui est déjà vraiment un step au-dessus des Fruit Loops. Mais c'est un compromis qui est bien acceptable. Mais si je te dis, OK, à partir de maintenant, tu donnes plus de Fruit Loops à tes enfants, puis ça va être juste genre un œuf avec un avocat, là, c'est comme, ça ne marchera pas. Là. Ouais. Il faut que tu prennes la personne où aller, puis où elle veut aller. Certaines personnes vont dire non, moi, c'est non négociable mon déjeuner, mais tout le reste est négociable. Bon, pourquoi je te ferais chier avec ton déjeuner? Si tout le reste est négociable, sauf ça, fine. Parfait. Moi, je ne suis pas négociable sur le sirop d'érable. Ouais. Quand il y a du sirop d'érable, j'en mange. Ouais. Ah, c'est ça. C'est vraiment de même qu'il faut le voir. Puis ça me fait penser à d'autres choses. Là, aujourd'hui, c'est comme il y a une grosse pression, surtout avec les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est une bonne personne pour parler de ça tantôt, là, d'être parfait. Oui. On ne peut pas se permettre en tant que parent, par exemple, il faut absolument il peut avoir une certaine pression sociale avec il faut absolument que mon enfant mange bien, il faut absolument que d'être des superwoman, des super dad ou bien quoi que ce soit, il n'y a pas de place
à l'erreur. Puis, il y a une grosse partie qui s'est causée par la pression par les réseaux sociaux aussi, là, justement. Puis, comme tantôt, tu parlais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est catégorisé. Bon, tu as les vegans d'un bord, après ça, tu vas avoir la keto d'un bord, tu vas avoir les anti-diètes d'un bord, les véganes, les keto, les paléo, les carnivores keto, ça finit plus, là. Ouais. Tout le monde veut se mettre un nom, là. C'est ça, puis tout le monde se lance la balle. Fait que, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, là, ça ressemble la pression que ça va amener. Ben, vois-tu, depuis le début que les réseaux sociaux, depuis que les réseaux sociaux existent, il y a une plus grande augmentation au niveau des troubles alimentaires, puis au niveau de la moins bonne relation avec la nourriture? Oui, en fait, il y a une étude là, qui vient de sortir, ou en tout cas, il y a quelque chose, je n'ai pas les statistiques sous la main, mais vraiment, l'image corporelle est vraiment grandement affectée par les réseaux sociaux. Ouais. C'est peut-être chez une couche de la population, il faudrait que je te le trouve, je vais checker. La prochaine fois que tu me poses une question, je vais checker pendant que tu me la poses. Mais oui, effectivement, il y a vraiment un impact sur l'image corporelle, mais je pense que ça touchait plus les jeunes, mettons les 15-30, quelque chose probablement. comme ça. Fait que, ouais, c'est ça. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est affecté. Ben, tu sais, juste ça. Tu sais, toi, tu as 28. Attends, j'essaie de te placer dans le temps. Mettons, moi, j'ai 38. Dans mon temps, dans mon jeune temps, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas la mode d'avoir des grosses fesses. Non, vraiment pas. Là. Ouais. Nous, là, c'était genre le gauge. Il fallait que tu rentres dans le gauge. Personne rentre dans le gauge. Ça n'a pas rapport. Il fallait que tu rentres dans le gauge. Il fallait que tu sois de même. Après ça, il y a eu la mode de tight gap. J'ai jamais essayé de faire ça. Clairement, ça ne marchera pas. Mais là, c'est rendu, il faut que tu aies des formes, des grosses formes, mais à bonne place. Là. Fait que, tout évolue, puis tout tend vers la chose qui est proposée. Fait que c'est sûr que si le modèle proposé, c'est toujours d'une certaine façon qui va t'amener à faire des comportements comme des comportements malsains pour atteindre, ben ça ne marchera pas. Là. Alex Busque, il m'en parle souvent lui aussi de Instagram, que les filles veulent être minces, puis ils veulent ressembler à la fille d'Instagram. La fille d'Instagram, eux autres, ils pensent qu'elle pèse 100 livres, la fille d'Instagram. La fille d'Instagram est musclée, là, elle pèse pas 100 livres, là, elle pèse 130, là, elle a des jambes, elle a des fesses. Fait qu'il y a comme tout le monde est mélangé présentement. Ça fait longtemps, là, c'est pas juste depuis les réseaux sociaux, mais avec les réseaux sociaux, ça peut être effectivement pire. Et puis même le mouvement anti-diète qui est un mouvement bienveillant et tout ça, malheureusement, je dois dire que moi, les appels que je reçois, c'est je veux m'accepter, mais je veux quand même perdre du poids, puis là, je ne suis pas assez anti-diète, je ne suis pas capable de m'accepter, puis ça stresse certaines personnes, puis certaines personnes pleurent en m'appelant pour me dire je promouvois l'acceptation corporelle, puis moi-même, je ne suis pas capable de m'accepter. Fait que là, ça aussi, c'est devenu un stress, malheureusement, parti d'une très bonne intention, mais pour certaines personnes, ça a été très bon. Certaines personnes ont déstressé avec ça. Certaines personnes ont stressé parce que là, ils doivent performer l'acceptation corporelle. Il faut vraiment être bon pour s'accepter. Mais là, ouais, c'est ça. Parce qu'à la base de l'acceptation corporelle, c'était pour enlever, ben corrige-moi si je me trompe, mais c'était pour enlever le stress d'être parfait exact. Mais là, c'est rendu, il faut que tu sois parfait à t'accepter corporellement. Exactement, c'est ça. Fait que là, ça va être quoi la prochaine affaire? Ça va être un autre nom pour dire, ben là, l'acceptation corporelle est rendue au même niveau que le keto, le paléo, le low carb et tout ça. Fait que là, il faut qu'on trouve une autre affaire pour se sortir du cadre. Là, ça finit jamais je trouve quand on met un nom. C'est pour ça que moi, j'ai ça. Là. Je trouve quand on met un nom, comme on met des critères, puis là, il faut atteindre certains critères, puis je trouve ça problématique. C'est sûr, je trouve ça bien moins problématique, l'anti-diète, que, mettons, le keto. Là, les critères sont plus, je trouve, sont plus bienveillants, c'est moins malsain, tout ça, mais quand même, je ressens moi, ma clientèle, j'ai diabète, des TDAH, puis des troubles de comportement alimentaire, puis beaucoup de monde qui me disent je veux pas maigrir, mais je veux maigrir quand même. Je me trouve correct, mais j'aimerais quand même ça. C'est tout du monde qui sont pognés dans la balance. J'ai beaucoup ça parce que moi, j'ai dit publiquement que je n'étais pas 100% anti-diète. Fait que ça m'a amené énormément de commentaires. Là. Comment ça, tu n'es pas anti-diète? Comment ça, si c'est ça? T'es-tu pro-diète? Non. En tant que nutritionniste, c'est ça. C'est comme... Je ne suis pas pro-diète. C'est juste que je ne suis pas anti-diète parce que
ça m'empêche de personnaliser mon approche avec chaque personne. Puis moi, j'accepte pas de dire que je suis juste d'une façon. Je vais aller avec la personne devant moi, point final. Ouais. Je dirais pas, je serai jamais la nutritionniste végane, la nutritionniste carnivore ou la nutritionniste anti-diète. Je veux pas. Je veux m'adapter à la personne en avant de moi. Tu refuses de rentrer dans une catégorie qui est l'anti-diète. Oui. Parce que le mouvement anti-diète, pour mettre ça clair, puis je pense que c'est intéressant parce que ça prend de plus en plus, on entend de plus en plus parler, un peu comme l'alimentation intuitive, j'imagine c'est que pas mal différent, ensemble, c'est pas mal, ça va quand même pas mal ça se ressemble pas mal. Ça aussi, je pense que c'est intéressant de t'entendre là-dessus, justement le mouvement anti-diète. Là, on voit que tu trouves que c'est pas vraiment c'est classé dans un style alimentaire. Fait encore là, on classe une manière de s'alimenter, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Là, mais justement, je suis curieux de t'entendre sur l'alimentation intuitive aussi. Là. C'est quoi ton point de vue en tant que nutritionniste? Puis... Premièrement, l'anti-diète, tu vois, avant Instagram, là, parce que moi, Instagram, ça fait pas longtemps. Fait que je sais pas c'était comment avant. Là. Moi, ça fait juste depuis décembre là, que je check ça. Mais je me considérais anti-diète, pas de là à l'écrire nulle part. Là, mais je ne suis pas pro-diète à tout prix. Mettons, là, tu m'as parlé tantôt, tu faisais des compétitions. C'est du fitness, tes compétitions? Là? Bodybuilding, oui. Mais mettons que quelqu'un viendrait me voir pour ça, je ne le prendrais pas, là, ce client-là. Là. C'est vraiment, c'est pas dans moi, ça me ressemble pas, puis la personne ne serait pas bien servie, fait que je l'enverrais ailleurs. Puis j'ai jamais été pro-diète dans le sens que moi, je prends la personne 9 fois sur 10, pour ne pas dire 9,9 fois sur 10, la personne qui veut perdre du poids, elle a aussi une relation troublée aux aliments, fait on travaille la relation, j'oublie pas son objectif de perdre de poids, mais selon moi, perdre du poids quand tu as une relation troublée aux aliments, c'est une garantie que tu vas le reprendre. Exact. Fait que je ne ferais pas ça. 100% d'accord. Fait que dans ce sens-là, je suis anti-diète, mais la façon que c'est proposé sur Instagram, je ne pourrais jamais dire que je suis anti-diète. Il y a trop de choses qui me dérangent. Fait que je ne pourrais pas dire ça. L'alimentation intuitive, j'aime beaucoup ça. Ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Encore une fois, ce qui est écrit sur les réseaux sociaux me laisse un peu perplexe. Il y a quelque chose que j'aime pas dans la façon que c'est apporté. Les critiques contre l'alimentation intuitive aussi, ils manquent complètement de nuance. C'est pas ce que les gens pensent. Fait qu'ils critiquent quelque chose qu'ils ne savent pas ce que c'est. Puis les personnes qui parlent d'alimentation intuitive, souvent, je veux dire, ça peut être bien correct, là, mais il y a certaines choses que je trouve qui ne sont pas bien. Puis maintenant, de toute façon, qu'est-ce qui se passe présentement? Gwyneth Paltrow a sorti son livre Intuitive Fasting. Fait que le jeûne intuitif. Qu'elle réutilise le marketing de l'alimentation intuitive. Fait que, encore une fois, les étiquettes, on va être pognés avec. Moi, je l'ai faite, ma certification en alimentation intuitive. J'aime beaucoup ça. J'ai des petites nuances. Il y a plein de choses que je trouve intéressantes, mais je vais personnaliser mon approche à la personne. Puis comme j'ai beaucoup de gens qui ont des maladies, manger intuitivement quand tu as une maladie, ça demande beaucoup d'informations aussi. L'alimentation intuitive, c'est déjà ça. C'est un mix entre ton intuition, tes émotions, l'information. Fait que tu peux être quelqu'un d'informé. C'est un mix de toutes sortes de choses pour prendre une décision. Mais c'est sûr que quand tu as une maladie, le côté informé, tu ne peux pas passer à côté. Là. Fait que moi, j'aime ça, appeler ça mangeur intuitif informé. C'est comme ça mon affaire. Mais l'alimentation intuitive, c'est pas non plus manger ce que vous voulez. C'est souvent ce que le monde pense que c'est. Mange ce que tu veux. Fait que là, tu vas manger juste de la pizza puis des pogos. Mathieu, les oreilles vont essuyer. C'est pas ça, l'alimentation intuitive. Non. Mais les critiques vont utiliser ça pour dire que c'est pas bon parce que ça veut dire que tu vas manger juste de la crap. C'est faux. Puis l'autre côté que moi j'aime moins, moi j'utilise l'alimentation intuitive pour qu'effectivement, à long terme, tu vas mieux manger que ce que tu manges là dans ma tête. Mon hypothèse de départ, c'est que manger intuitivement, apprendre à manger intuitivement de façon informée, ça ne veut pas dire de laisser tomber l'information. Dans ma tête à moi, mon hypothèse, c'est qu'à la fin, là, mettons au bout de quelques mois, tu vas manger mieux qu'avant de manger intuitivement quand tu essayais de tout contrôler. Et ça, c'est du cas par cas. Là. Mais la majorité du temps, quand je parle avec les gens, c'est comme ça que je pense que ça va fonctionner. Mais si tu viens me voir comme nutritionniste, clairement, tu vas être très informé de tout. Il n'y a pas d'affaires cachées, tout ça. Tu vas être très informé de tout, mais je t'encourage à aller vers l'intuition. Je t'encourage à manger pour pas que tu tombes dans le binge plus tard. Puis je t'explique les raisons comme un peu plus scientifiques de derrière pourquoi
Je trouve que tu devrais manger plus souvent dans ta journée pour éventuellement arrêter les binges. Pourquoi tu devrais manger des chips, mettons, des personnes qui ont des binges avec des chips. Moi, personnellement, je vais les faire manger des chips souvent, comme de façon un peu contrôlée pour commencer, sinon c'est trop épeurant, mais des sacs, des petits sacs de chips de dépanneur, mettons, on va en mettre, tu vas le voir le fond, c'est plaisant. On va comme désensibiliser à ça pour qu'éventuellement, quand tu vas vouloir manger des chips, ça va être plus intuitif, ça va être plus, ben, je vais manger avec un peu de chips. Au lieu de ne pas manger ton souper en te disant, il y a des chips chez nous, fait que je ne vais pas manger comme ça, je ne vais pas scraper, mais finalement, tu manges tout le sac parce que tu n'as pas mangé. C'est bien normal que tu aies faim après ça. Fait que c'est ça. Fait que l'alimentation intuitive, j'y adhère presque à 100%, mais pas 100%. Surtout quand il y a les maladies dedans, c'est que je trouve que ça peut s'appliquer. Par exemple, dans ma maladie, ça s'applique parfaitement. Puis comment moi, je me suis sortie des troubles alimentaires, c'est avec l'alimentation intuitive sans savoir que ça existe, en fait. Ouais. C'est comme ça que je m'en suis sortie. Mais il manque de données par maladie. Selon moi, si tu veux manger intuitivement avec une maladie, puis que tu as besoin de nutritionniste, mettons, il faut que tu aies un nutritionniste qui connaît très bien l'alimentation intuitive et très bien la maladie. Parce que sinon, ça ne marche pas. Là. Quelqu'un qui, mettons, diabétique de type 1 va avoir un nutritionniste qui est pro-alimentation intuitive, mais qui ne comprend pas le diabète de type 1, ça ne marchera pas. C'est ça. Ça ne marchera pas. Il faut que tu aies les deux. Fait que par maladie, moi, je fais comme un mix de comme les choses pour la maladie, l'intuition, la collaboration, comme je disais tantôt, partenariat patient. J'utilise les connaissances à large, je prends ce que j'ai besoin pour la personne en avant de moi. Puis souvent, il y a l'alimentation intuitive dans le portrait, pour ne pas dire tout le temps, en fait. Oui, parce que si on se fie avec les réseaux sociaux, on parle d'alimentation intuitive ou de mouvement anti-diète, là, c'est justement, comme tu prenais l'exemple de manger de la pizza et tout ça, l'alimentation intuitive, c'est pas manger des brownies sans arrêt parce que ça te tente de manger un brownies, parce que sinon, c'est ça l'information, parce que le rôle d'un coach, un nutritionniste, un kin, n'importe quel professionnel de la santé qui a pour intérêt d'améliorer la santé de la personne, il y a de l'éducation à faire. Fait que c'est d'éduquer la personne sur c'est quoi une bonne alimentation pour elle, puis après ça, c'est de l'amener à faire de pratiquer l'alimentation intuitive. Mais quelqu'un qui dit OK, alimentation intuitive, la personne n'a aucune connaissance sur c'est quoi une bonne source de protéines, c'est quoi les légumes, à quoi ça sert, les grandes lignes, les glucides. Il y en a des, il y en a des un petit peu mieux que d'autres. Il y en a que tu vas digérer mieux que d'autres. Faire des tests un peu, bien, cette personne-là va prendre pour du cash, moi, je peux manger n'importe quoi. Puis à volonté. Mais il y a il y a un rôle d'éducation pour après ça pratiquer l'alimentation intuitive. Comme moi, j'ai des clients qui ça fait longtemps que je vais suivre, ils connaissent là, c'est quoi qui fonctionne pour eux. Ils savent avant l'entraînement, c'est quoi qui fonctionne bien. Après ça, ils connaissent les grandes lignes de la nutrition, là, sans rentrer trop dans les détails, mais après ça, ces personnes-là sont capables de manger intuitivement pour le reste de leur vie. Parce que c'est un peu ça, l'alimentation intuitive. C'est pas de suivre une feuille de papier pendant... Non, c'est ça. C'est pas de suivre des règles. C'est ça l'erreur. C'est que... Puis tu sais, le no rules aussi, là, que ça a l'air de faire l'alimentation intuitive, ça, c'est ça qui me dérange quand on parle de ça sur les réseaux sociaux. Trop souvent, je vois des posts qui disent « tous les aliments sont égaux », mais là, oui, mais... Tu sais, comme au niveau moral, c'est ça qu'ils veulent dire, mais dites-les parce que là, vous faites juste dire que tous les aliments sont égaux, ça, c'est faux. Mais tous les aliments sont égaux au niveau moral, dans le sens, admettons, toi, tu ne manges pas de gluten, puis tu ne manges pas de lactose, puis tu n'es pas supérieur à moi qui, admettons, qui mange du gluten et du lactose. Il n'y a pas une supériorité accordée à ton alimentation, comme non. Des fois, on entend un peu ceux qui prônent de quelque chose, là, vraiment, là, ils ont comme un feeling de moi, je sais, puis je suis au-dessus de tout le monde, puis ça, c'est la merde. Là. Ça n'a pas rapport. Il n'y a pas de valeur morale. Tu n'es pas une meilleure personne si tu manges bien. Tu n'es pas une meilleure personne si tu es plus mince. Tu n'es pas une meilleure personne si tu es en santé, si tu es sportif, tout ça. Tu n'es pas une meilleure personne si tu es diplômé versus c'est pas comme ça qu'on devrait le voir. Tu n'es pas une meilleure personne si tu as de l'argent. C'est significativement pas, je vais dire, là-dedans. Fait que c'est d'arrêter d'accorder une valeur morale aussi à la santé. On fait tout en sorte que lui est tellement santé, c'est comme il est mieux. Mais tu sais, moi, je veux dire, je peux être en santé via mes habitudes de vie, mais j'ai plein de maladies pareilles. Je me sens nullement inférieure à qui que ce soit. Mais bon, c'est ça. Fait que c'est ce que j'aime pas de l'alimentation intuitive, c'est que quand ils vont, pas de l'alimentation intuitive, en fait, de les réseaux sociaux, c'est que quand ils vont en parler, ils vont dire les bouts
Marketing, maudit, c'est ça encore. Ouais. Ils vont dire les bouts de punch, mais crème, il manque toute la nuance en dessous. Fait que c'est comme si vous faites dévier le mouvement. Ouais. Puis, je vais mettre la même chose. Tu sais, moi, mon seul mouvement que j'adhère à 100%, c'est le partenariat de soins, le patient partenaire que je te parlais tantôt, la collaboration. Si ça devient populaire, je sais très bien que ça va être gâché par les réseaux sociaux. Je le sais. Ouais. Puis, je vais dealer avec rendu là. Mais c'est un peu ça que j'aime pas, là, en fait. Je trouve qu'on a une responsabilité de propager le message avec nuance ou en tout cas de au moins dire ben, il manque de nuances dans ce que je viens de dire. Fait que, prenez pas juste ça pour du cash, renseignez-vous, tout ça. Fait que, j'invite les gens à mettre plus de nuances dans leur post en alimentation active, puis j'invite les gens critiques à l'alimentation active à se renseigner. Parce que souvent, ce qu'on va me dire, mettons, les kin ou les entraîneurs, tout ça, ils vont me dire, oh, mais l'alimentation active, ça ne fait pas maigrir. Ben, c'est parce que l'alimentation active n'a jamais dit que ça allait te faire maigrir. C'est pas ça le but. C'est pas ça, pas en tout. Fait que donc, tu as raison, mais tu ne viens pas de mettre un clou dans l'alimentation active. Il n'a jamais dit que ça faisait maigrir l'alimentation active. C'est pas ça l'idée. Non. Parce que, tu sais, la perte de poids, là, tu peux pas être continuellement en perte de poids toute ta vie. Là. Je comprends, mettons, quelqu'un qui a délaissé un peu ses habitudes de vie. Là. Disons que tu termines l'université, puis là, tu es stressé, tu t'es négligé en raison des études, ou bien tu as travaillé plus dans ta vie professionnelle, puis là, tu te rends compte que OK, tu as pris un petit peu de poids, puis c'est une multitude d'événements qui a mené à ça. Puis là, tu te dis, bon, mais là, je vais me prendre en main. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Tout le monde a un peu cet objectif-là une fois dans leur vie. Fait que là, tu te fais un but comme, OK, là, pendant quelques mois, je vais tracker un peu mes affaires, je vais m'entraîner un petit peu plus, resetter mes habitudes de vie comme ça. Puis après ça, bang, tu perds ton poids que tu as perdu, ben, tu viens qu'à être en meilleure santé. Mais la vraie game commence là. Moi, je pense, j'ai tout le temps dit ça, c'est facile de perdre du poids. Ben, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, là, mais là, tu commences à t'entraîner, tu bouges plus, tu manges un petit peu plus clean. Là, tu as perdu ton poids, mais là, c'est après ça, c'est comme. Moi, ce que je disais tout le temps, c'est là, tu as perdu ton poids. Là, la game, c'est pendant 20 ans, il faut que tu le maintiennes, ton poids santé. Fait que c'est là que l'alimentation intuitive rembarque, parce que là, il faut que tu sois capable de maintenir ton poids. Mes écouteurs. Il faut que tu sois capable de maintenir ton poids à l'année. Puis c'est sûr, des fois, il va y avoir des petites fluctuations. Moi, ce que je dis, c'est bon, tu pars à les vacances de Noël. Là. Ben, moi, à Noël, je prends tout le temps un petit 5 à 8 livres, puis c'est parce que j'aime ça d'en profiter, puis décrocher. Puis après ça, je suis capable de revenir au mois de janvier, tracker sur mes trucs. Après ça peut arriver que tu pars en voyage quand on va pouvoir voyager. Pendant 2-3 semaines, tu pars, je sais pas, tu t'en vas en Europe. Mais c'est sûr que tu t'entraînes moins, tu manges un peu plus, tu profites de la gastronomie là-bas, puis après ça, tu reviens. Tu as tout le temps des petites fluctuations, ce qui est comme. Oui, c'est normal. Là. Mais les filles aussi, là, avec le cycle menstruel, t'en veux-tu des fluctuations? Ben oui, c'est ça aussi. Il y en a des fluctuations. Mais c'est ça, c'est bien normal, effectivement. Puis, c'est un autre game quand, mettons, tu pèses 300 livres. Parce que perdre du poids quand tu perds 300 livres, c'est pas juste comme quelques semaine ou mois. Puis la perte de poids, la perte de poids réaliste, là, c'est vraiment pas bien plus que du 10 là, qui est très réaliste. Là, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en perdre plus, mais qui est très, très réaliste. C'est pas vraiment plus que 10 de ton poids. Fait que si tu pesais 300 livres, puis tu mesures 5 pieds 5, puis tu pèses 270 après, selon les gens dans la rue, tu n'auras pas perdu du poids. Là, ils vont encore dire que tu es une personne grosse, mais ta santé métabolique va être grandement améliorée. Là. Vraiment. Mais c'est ça. Mais comme tu dis, c'est vraiment pas. C'est vraiment des petits objectifs. C'est le maintien qui est difficile. Puis moi, je suis très, très honnête avec les gens quand ils viennent me voir pour une perte de poids. On parle de tout. Puis je dis, on parle de la relation avec les aliments. Puis effectivement, si on a une relation troublée, on regarde la majorité des madames, mettons, qui viennent me voir, ça fait depuis qu'ils ont 15 ans. Ils sont à diète on and off. Fait que ça fait depuis qu'ils ont 15 ans, mettons, ils ont 50 ans. Il n'y a pas une personne en date qui m'a répondu là, quand je demande si tu retournais à 15 ans, est-ce que tu ferais une diète? Non. Tout le monde dit non. J'étais moins grosse, j'étais moins malheureuse, je n'avais pas une relation troublée aux aliments. Fait que c'est pour ça qu'on dit que des fois, la diète est un déclencheur de troubles de comportement alimentaire ou de relations troublées avec l'alimentation et en plus, en général, fait prendre plus de poids parce que le monde pogne là-dedans, dans l'espèce de yo-yo. Et si tout le monde commençait sa diète avec
mettons, des professionnels de la santé pour les aider à juste améliorer leurs habitudes de vie, observer qu'est-ce que ça fait. Es-tu capable de mettre de l'activité physique dans ton quotidien puis que ça devienne un automatisme, que ça devienne intuitif? Es-tu capable de manger plus de légumes puis que ça devienne intuitif? Oui, OK, ça te donne une perte de poids de 10 livres, mettons, au bout d'1 an. 6 mois, 1 an, mettons, pour ne pas décourager les gens. Là, au bout de 6 mois, 1 an, ça te donne une perte de poids de 10 livres, fine, parfait, tu vas sûrement le maintenir dans le temps, mais c'est pas ça qui arrive. À 14 ans, tu regardes Instagram, tel coach a fait un genre défi pendant 3 mois, tu t'entraînes à tous les jours, puis tu manges juste des carottes ou je sais pas quoi. Tu perds du poids, après ça, tu viens d'embarquer dans la game, là, de perdre du poids, reprise de poids, perdre du poids, reprise de poids, puis tu es malheureux, puis tu es obsédé, tout ça. C'est ça qu'on. C'est contre ça qu'on se fâche quand on dit qu'on est anti-diète. C'est que tout le monde s'est pogné le pied là-dedans. Puis après ça, tu es pogné là-dedans pendant 1000 ans. Ça finit plus. Parce que là, le premier réflexe que tu as quand tu veux reperdre le poids que tu as repris, c'est de dire que les diètes fonctionnent. Fait que tu as juste l'impression de dire, pour reperdre mon poids, il va falloir que je retourne dans une alimentation plus restrictive, il va falloir que je compte mes calories ou je coupe mes glucides ou peu importe. C'est ça qu'on veut éviter, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, as-tu changé ton corps, ta composition corporelle, as-tu changé parce que tu avais perdu du muscle, tu as repris du gras, puis après ça, ta relation avec les aliments est troublée, fait qu'au niveau santé mentale, psychologie, tu dors moins bien, tu es stressé, ou tu es trop en restriction, puis là, tu as faim pour vrai, Caroline, c'est sûr, tu vas binger à un moment donné, ou genre, tu dors pas bien parce que tu es trop en restriction, là, tu es plus fatigué, fait que là, à cause que tu es plus fatigué, tu bouges moins, tu es vraiment pogné là-dedans, fait qu'il faudrait, quand le monde veut perdre du poids au départ, il faudrait vraiment qu'il y ait un super bon accompagnement réaliste, intelligent, tout ça, dès la première fois. Sinon, souvent, c'est ta première débarque d'une longue chaîne de débarques. Oui, exactement. Mais c'est ça. Puis, pour finir là-dessus, là, c'est comme l'alimentation. Tout le monde. Il y a plein de facteurs. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais l'alimentation, c'est tout le temps, on regarde ça, mais comme tu dis, c'est psychologique. Là. La game est dans la tête. Là, parce que tout le monde sait. La majorité des gens qui s'informent sur l'alimentation et qui veulent améliorer leur santé, on le sait tous que le sucre, c'est moins bon pour la santé. Puis après ça, les légumes, c'est bon. Après ça, boire de l'eau. Après ça, souvent, la base, là, si le monde s'attarderait là-dessus, là, quelque chose qui n'est pas vendeur, mais qui fonctionne à long terme, tout le monde le sait un peu que c'est ça qui fonctionne, mais c'est rendu dans la tête, c'est quoi le déclic, c'est quoi les trucs, c'est quoi ta relation avec la nourriture, c'est comment tu vas approcher ta perte de poids, ton maintien, ou peu importe ton objectif, c'est là la game. Puis c'est pour ça que d'avoir d'établir des objectifs, d'établir des routines, des structures, puis c'est là vraiment que les gens vont atteindre des objectifs au-delà de juste couper les calories, puis de... Fait que... C'est tellement complexe. Si moi, je pense à des clients comme moi là, qui sont TDAH, là, puis souvent les TDAH, là, c'est comme all-in ou all-out. Tu es bien intense dans tes affaires ou tu scrapes tout parce que c'est... Fait que ça aussi, là, c'est à tenir compte. Là, si tu me donnes un plan, une routine, c'est là que tu m'as perdu. Là. C'est comme, je ne veux pas dire que tous les TDAH sont pareils, là, mais moi, dans mon cas, si c'est planifié, ça ne marche pas. Il faut que ça soit... Je ne sais pas si tu avais vu ce post-là, mais moi, je dis tout le temps, il faut que ça soit comme attacher mes souliers. Sinon, c'est pas vivable. Puis je l'explique des fois à des gens qui sont plus cartésiens. Là, oui, c'est peut-être bébé lala, que ça a l'air bébé lala dans ta tête que moi, je te dis que pour moi, le plan me fait comme me génère de l'anxiété ou me génère que j'ai envie de tout foutre en l'air. Je comprends que dans la tête de quelqu'un qui est vraiment cartésien, ça fait ça, mais moi, je me connais et je connais que si c'est un plan avec genre c'est à telle heure ci, puis c'est à telle heure ça, puis c'est telle quantité, c'est là que tu m'as perdu. Il faut que ça devienne comme attacher mes souliers, sinon ça ne marche pas. Puis c'est ça, quand je dis avec le diabète que j'ai fait, c'est qu'il faut que je sois capable de gérer mon diabète même quand la vie est un bordel. Fait il a fallu que ça devienne automatique. Là. Fait que, c'est comme une grosse banque de connaissances. C'est très compliqué. Là. Ça a l'air facile. Là. Le monde pense que c'est facile. Gérer l'insuline, là, c'est vraiment pas facile. Puis c'est une grosse banque de connaissances qu'il faut que, genre, quand je prends une décision plusieurs fois par jour, il y a comme 10 millions de questions dans ma tête. Est-ce que je m'en vais bouger? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que ma pompe elle pourrait-tu être bloquée? Il y a plein de questions que je me pose à chaque fois que je prends une décision, mais je me pose toutes ces questions-là en 1 seconde. Parce que sinon, c'est pas vivable. Là. Sinon, il faudrait que je passe 10 fois 20 minutes par jour à calculer des affaires. Il faut que ça devienne automatique. C'est un peu la même chose avec l'alimentation. Il faut que ça devienne
des réflexes naturels. C'est ça que j'essaie d'inculquer aux gens, puis les gens ne sont pas patients non plus. Il faut que ça devienne naturel. Fait que c'est sûr que pour que quelque chose devienne une habitude de vie, mettons que tu penses, qu'est-ce que je peux avoir comme légumes, je suis capable d'en mettre? Des fois, la réponse, c'est non. Des fois, c'est comme fuck off, je veux une poutine, point final. OK, c'est bien correct, tu sais. Mais t'es-tu sûr, tu sais, c'est ça? Si tu te poses la question, moi, là, la poutine, je le donne cet exemple aussi. C'est vraiment rare que j'ai goût de manger une poutine comme repas. Mais c'est vraiment pas rare que j'ai goût de manger deux bouchées dans la poutine de mon chum. Ça m'arrive vraiment souvent. Moi, s'il existait un trio, genre, mettons, je sais pas moi, smoke meat, 2 bouchées de poutine, ça serait ça mon trio. Je dirais comme, OK, c'est ça que je veux. C'est ça, mais de la poutine en tant que telle, je m'en fous. Je la veux pas, mais le 2 bouchées, je la voudrais. Fait que bref, tout ça pour dire que à chaque fois que je prends une décision, j'ai beaucoup de questions à me poser, mais ça se fait en claquant des doigts. C'est ça qui fait que c'est intuitif, mais informé en même temps. Puis c'est vivable parce que ça me prend une seconde. C'est pas demandant, j'ai pas d'anxiété. Je fais comme, OK, ouais, non, j'en veux pas des protéines cette fois-là. OK, c'est bon, bang. Je mange des pâtes avec de la sauce tomate, il n'y a pas de protéines, ben correct. J'assume 100% ma décision. Ça aussi, là, j'aide beaucoup mes clients à faire ça. Si tu décides de ne pas manger la chose parfaite, là, que le repas protéines, légumes, tes protéines sont idéalement maigres, un peu de glucides, assume-les à 100 millions de %. Vraiment, là, parce que si tu ne l'assumes pas, tu tombes dans l'espèce de j'ai fait quelque chose de pas correct, tu t'embarques dans la game psychologique. Mais oui, ça ne sert absolument à rien de culpabiliser. Fait que, moi, il y a des repas qui n'ont pas de protéines, puis c'est ça qui est ça. Puis la majorité de mes repas, ils ont des protéines. Des fois, il n'y en a pas. C'est bien correct. Là. Je ne vais pas genre, me coucher le soir en me disant que je suis une mauvaise personne ou que je suis une mauvaise nutritionniste. Là. Non, c'est ça. T'sais, la culpabilité, ça va affecter ta digestion, ça va affecter ton humeur. Après ça, tu te sens coupable pour au final t'as mangé, puis t'as respecté, t'avais le goût de manger ça, puis c'était ça. Exactement. C'est ça. Fait que, tu sais, quand les gens, des fois, ils viennent à leur rendez-vous puis ils me disent « Ah, j'ai pas bien fait. » Je suis comme « Qu'est-ce que tu veux dire? » Là, ils me disent « Ah, ben, j'ai pas bien mangé tes protéines, légumes. » Je sais quoi, mais pourquoi c'est pas bon? Qu'est-ce que tu trouves qui est pas bon là-dedans? Là? Tu sais, quelqu'un, dernièrement, il y avait quelqu'un qui connaissait qui est décédé. Elle a eu une semaine difficile. Je suis comme « Mais c'est bien correct. Tu manges, je veux dire, tu as mangé en plus comme relativement bien, puis c'était du resto parce que c'était beaucoup des rassemblements d'amis, tout ça. Fait que, pourquoi tu te sens mal? La situation grave, c'est la situation qui s'est passée. C'est pas que tu as mangé du McDo là, qui est grave là, dans ce que tu me racontes là. Fait que, c'est vraiment là, assumons notre bouffe à fond la caisse, mais dans tous les sens. J'assume, mettons, quand je mange ma poutine, je ne vais pas dire non, c'est santé de la poutine. Non, je sais que c'est pas santé. Ouais, puis, m'en fous. C'est bon pour ma santé maintenant. Et je l'assume que mes connaissances me disent que c'est pas le meilleur choix pour ma santé. Mais tu sais quoi, c'était le meilleur choix pour ce que j'avais envie, ma santé mentale, whatever. C'était le meilleur choix, selon moi, à ce moment-là. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis je continue à vivre ma vie après. Exact. Passe à l'appel suivant. C'est fini, la poutine était bonne, merci, bye. C'est ça, exact. Puis après ça, tu recommences. Ben oui, c'est ça. Pas parce que tu as mangé une poutine le midi que tu es absolument obligé de manger mal le soir. Pas parce que ta journée de manger. Exactement. Puis souvent, là, on se dit comment, tu sais, tant qu'à scraper, m'a tout scrappé. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est la mentalité en ligne. Je vais être la meilleure pour scraper mon alimentation, mais je ne l'ai pas scrappé. C'est ça l'affaire. Arrêtez de dire que vous l'avez scrappé. Si tu as mangé une poutine, tu n'as rien fait. Il y a personne qui est mort dans un autre pays à cause que tu as mangé une poutine. Ça ne t'a pas coûté, tu n'as pas dépensé 10 000 $, tu n'as pas fait un mauvais placement. Tu as mangé une poutine. C'est ça. Exact. Pas d'en faire un cas avec ça. Oui, c'est ça. On pense que c'est donc bien grave, qu'on est une mauvaise personne. J'ai pas été une bonne personne. J'ai mangé du dessert, j'ai mangé 2 desserts. Oh, mon Dieu, je suis une mauvaise personne. Excuse-moi, mais ça n'a rien à voir avec ta valeur, là, ce que tu as mangé. Là. Exact. Avec Claudia, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense que on aurait pu en parler encore pendant au moins 1 heure là, de tout ça, là, mais juste ce qu'on a parlé aujourd'hui, je pense que les gens vont vraiment mieux se situer là, par rapport à l'alimentation intuitive, les diètes, puis vraiment se démêler de tout ça, puis surtout d'enlever la pression qu'on se met avec l'alimentation. Là, je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est juste pas d'en faire un big deal, comme j'aime dire. Là. C'est comme s'informer graduellement, cheminer dans ça, puis trouver sa propre façon de s'alimenter, qu'on est bien, qu'on est capable de maintenir toute sa vie. Là. C'est ça la meilleure diète au final, c'est elle que tu es capable de maintenir pour le reste de ta vie, toi, ta famille, dans ton environnement, avec ton entourage. Fait que...
Puis ça peut évoluer, tu sais, juste Oui, pour c'est ça. t'ajouter une fin. Tu sais, mettons là, que le monde ne mange pas beaucoup de légumes, là, tu sais. Souvent, moi, ce que je vois, là, c'est ils veulent mettre du beurre et du sel sur leurs légumes. Mais mets-les. Ouais. Mets-les ton beurre et ton sel. Le légume est encore là. Tu sais. Puis Ouais. si c'est ça qui te permet de te pratiquer à manger des légumes, éventuellement, tu vas être capable de le manger avec moins de beurre ou de sel ou que, tu sais, des fois, t'en fais, il est juste bouilli, il n'y a pas de beurre et de sel, puis des fois, il y en a, puis tout ça. Fait que ça va évoluer. Tu n'es pas pogné dans ce que tu choisis. Ce que tu choisis, c'est la photo de ta situation actuelle. Ça fonctionne maintenant. Il n'y a rien qui empêche d'évoluer vers autre chose après, puis de refaire ce portrait-là. OK, mon nouveau moi, où est-ce que je suis rendue, c'est comme ça, puis tu as évolué à travers tout ça. Fait que, tu sais, quand au début, tu te redonnes des permissions de manger des choses, ça se peut que tu en manges plus souvent, puis ça se peut que tu en manges bien moins avec le temps. Là. Moi, mon exemple à moi, c'est la crème glacée que j'ai eu un problème à un moment donné. Maintenant, la crème glacée, là, elle devient plus bonne, peut-être frima dans mon congélateur. Je l'oublie que j'en ai, mais avant, c'était propre. Je ne pouvais pas en avoir dans ma maison. Là. C'est sûr que j'allais tout le manger en 2 jours, le gros pot Quaticook. Fait que, maintenant, ça a changé, mais il a fallu que la personne, comment je mangeais il y a 10 ans, ça a évolué. C'est correct aussi, c'est ça. C'est normal, l'être humain ne cesse d'évoluer. Exactement. Moi, je mange pas puis la ma même affaire. situation est différente. Tu vas avoir un enfant, toi, je pense. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, ça ton va changer, nouveau toi, là, c'est ça. Tu vas être un nouveau toi, tu n'auras pas le même sommeil, tu n'auras pas le. C'est pas pareil, il y a plein d'avantages, il y a plein de désavantages, mais je veux dire, c'est un nouveau toi, fait que c'est une nouvelle réalité, tu vas adapter certaines choses. Ça va être peut-être des repas qui sont plus rapidement, puis c'est bien correct, puis ça reviendra peut-être après ça dans 3 ans. Oui, c'est ça. Exact. Ça évolue. Comme moi, je ne mange pas la même affaire que je mangeais au secondaire, puis même pas la même affaire que je mangeais à l'université, puis ça change. C'est ça. Juste l'exemple des protéines végétales. Avant, j'étais dans ma mentalité de bodybuilding. Là. Fait qu'on ne touche pas à haricots noirs, haricots blancs, puis là, j'en mange fréquemment, puis j'aime ça. Puis je me rends compte que je suis pas en moins bonne santé pour autant, puis j'aime le goût, puis ça change ça ajoute de la diversité dans mon alimentation. Fait. Exactement. C'est ça. Il y a des affaires que je mange, que je m'éloigne, que je ne mange pas nécessairement day-to-day aujourd'hui, que je vais peut-être manger dans 5 ans, puis ça va être bien correct demain, comme tu dis. Exactement. Okay. C'est ça. Cool. Hey, Claudia, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Sur Facebook, je ne sais même pas mon nom. Je pense que c'est Claudia DTP, nutritionniste, Claudia Hull, blablabla. Puis après ça, sur Instagram, c'est Nutrition Anti-Bullshit. Puis mon site internet, c'est référencenutrition.ca. C'est une équipe de nutritionnistes. On n'est pas l'employeur une de l'autre. On travaille en équipe. On est chacune indépendante. Puis on a chacune une expertise ou des expertises différentes. Et que moi, c'est plus troubles alimentaires, diabète, ovaires polykystiques, puis relations troublées avec le poids, tout ça. Voilà. Good. Ben, je vais mettre les liens pour te rejoindre dans la description du podcast, comme je fais à l'habitude. Parfait. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. C'était super cool. Fait que peut-être qu'on va reprendre ça. Merci de m'avoir invité. Ben oui, on reprendra ça. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Salut. Bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.